Ce soir dans Starter, l'aventure de la Volkswagen et même de Volkswagen en général, qui est intimement liée du début à la fin avec celle de Porsche. Alors si je vous dis que le jeune Ferdinand Porsche, qui est le créateur de la marque, est un passionné de mécanique, ingénierie, inventeur de talent et qui commence à briller en compétition avec ses propres voitures, ça vous rappelle quelque chose ? Renault ? Ouais, exactement. Ouais. Bizarrement. Pas que d'ailleurs un Renault, Oui. mais... Ils ont tous commencé avec des courses en vrai, souvent. C'est vrai. D'ailleurs, l'aventure Renault à redécouvrir en podcast. Là, ça se passe un petit peu plus tard. On est dans les années 30. Donc, Ferdinand, qui gagne des courses, tout ça, en circuit automobile, a un fils et une fille. Comment s'appelle-t-il ? Alors, je vais vous le dire après. J'ai pas le nom de la fille, j'ai oublié, mais le fils, je l'ai, il s'appelle Ferry. Et avec Ferry, justement, il travaille sur une voiture abordable pendant que sa fille se marie avec Anton Piech, qui est le conseiller juridique et financier de Ferdinand. Si je vous en parle, c'est parce que ça a une incidence sur la suite. L'idée de la voiture abordable, ils la soumettent à Hitler, qui est au pouvoir à l'époque, qui pour une fois dans sa vie a la bonne idée de valider un truc positif, et il charge Monsieur Porsche de développer sa voiture du peuple. Soit, si on traduit en allemand, la Volkswagen. Et vous remarquez que là, pour une fois, il y a un mot allemand qui est vachement plus court que le français. Ouais, c'est rare, mais donc là, chez Porsche, ils construisent une petite usine pour développer des prototypes, mais bon, ils savent que ça va être un petit peu juste s'ils veulent que tous les Allemands roulent en Volkswagen. Donc ils vont se rapprocher du régime nazi, du Troisième Reich, qui leur file suffisamment d'argent pour bâtir beaucoup plus grand, une vachement belle et grande usine. Arrive 1939, Hitler déclare la guerre. Et au lieu des Volkswagen qui viennent tout juste de sortir, c'est des véhicules militaires qui sortent de l'usine. Enfin, avant qu'on bombarde l'usine. Quand je dis on, j'étais pas là, mais c'est dans l'esprit, c'était nous. Voilà. Après la guerre, il y a Ferdinand Porsche et son fils Ferry et Anton Piech, qui fait maintenant partie de la famille, qui sont arrêtés par les services secrets français. On les accuse de coopération et de travail forcé des prisonniers pendant la guerre. Donc Ferdinand et Anton passent 2 ans en tôle. Ferry beaucoup moins, ce qui lui permet de développer, quand il sort de prison, sa première voiture signée Porsche, la 356. Et puis de la montrer à son père quand il sort, genre regarde papa, j'ai fait une voiture, je suis pas ennuyé, et on va pouvoir la produire dans l'usine qu'on avait construite pour les prototypes Volkswagen. Ouais. Donc dans le même temps, l'État allemand reconstruit la grande usine pour faire repartir la production des Volkswagen. Et là chez Porsche, ils vont voir les nouveaux directeurs en disant en fait vous êtes gentils, mais le développement de la Volkswagen c'est quand même un peu nous. Donc on aimerait bien avoir une part du gâteau, ce qui nous semble normal. Logique. Ouais, c'est vrai, c'est logique. Donc ils vont obtenir un pourcentage sur chaque vente d'une Volkswagen. Un pourcentage. Un pourcentage, ouais. Ah, juste un ? Non, mais c'est 5%, je crois. Ouais, c'est pas énorme quand même. Non, c'est pas énorme, mais vu le nombre de Volkswagen qu'ils ont vendus, ça leur fait de la maille. Et puis ils ont le droit aussi de produire des Volkswagen, les versions autrichiennes de Volkswagen, et de les vendre en Autriche. D'accord. Ensuite, notre Ferdinand, il meurt, et il partage l'héritage entre son fils et sa fille. Donc son fils va produire les Porsche, et sa fille, qui porte le nom Piech, va s'occuper de l'usine autrichienne Volkswagen. Pendant ce temps-là, dans la grosse usine, celle qui est en Allemagne, ça tourne à plein régime. D'ailleurs, par exemple, au début des années 60, ils étaient 70 000 ouvriers quand même. Donc, c'est pas mal. Grosse usine. Ils rachètent la marque Audi. Et il y a des nouveaux modèles qui apparaissent, comme on connaît le mythique Combi dans les années 50. Il y a eu des coupés, il y a eu des cabriolets. Le tout développé par Ferry Porsche. En fait, il demande à Ferry Porsche de développer les nouveaux modèles Volkswagen. Jusqu'au moment où Ferry il commence à se devenir à son tour un petit peu vieux, et il commence à penser à l'héritage de son vivant pour le coup. Et avec sa sœur, ils vont donner 10% des parts à tous les petits-enfants, les Piech et les Porsche. Donc c'est totalement équitable. Après vous allez voir que ça va causer quelques petits soucis, mais bon. Il y a un Piech d'ailleurs qui va devenir ingénieur Porsche, c'est Ferdinand. Alors oui, ça porte le même nom que son grand-père, c'est un peu casse-couille, mais bon, c'est comme ça. Ils aimaient bien, tu sais. Ferdi Junior. Ouais, c'est un peu ça, tu donnais le même nom que ton père ou que ton grand-père, quoi, à l'époque. Il a le même caractère aussi, caractère têtu que son grand-père, et l'esprit de compétition, au point de bouffer pas mal de budget dans la conception d'une voiture qui va gagner les 24 heures du Mans. Alors il y va par la force, c'est-à-dire il commence à développer sa voiture dans son coin, il en parle qu'après, forcément chez Porsche ils sont moyennement chauds, il s'en fout, il le fait quand même, et heureusement les Porsche gagnent les 24 heures du Mans, ce qui va en même temps faire la consécration de la marque Porsche et puis sa consécration à lui personnelle, mais ça va mettre aussi pas mal de jalousie dans la famille.
Ouais. Ce qui est compréhensible. Alors là, monsieur Ferry, qui est encore vivant, hein, il va faire une grosse réunion de famille où il va même inviter un conseiller, tu sais, pour. Un conseiller matrimonial. Non, pas matrimonial. Non, pas matrimonial, mais tu genre sais. un psychologue pour faire le. Ouais, c'est exactement l'entremetteur. Et il va essayer d'aplanir un petit peu la situation. Ce qui Comment on fait pour se retrouver va les pas se dimanches faire, en famille sans qu'il parlait de sans bagnole. qu'on se tape sur la tête. Bon, ça ne fonctionne pas, donc il décide de dégager tous les pièges de la marque Porsche. Dont Ferdinand, évidemment, ce qui va l'énerver bien comme il faut. Il va donc aller bosser Chez Volkswagen. presque chez Audi. Ah ouais. Voilà. Et il bosse tellement bien chez Audi qu'il fait passer la marque Audi dans les années 70-80, qui était quasiment insignifiante, comme une concurrente de BM ou de Mercedes. Et ouais, ça marche donc très bien. Ce qui fait que chez Volkswagen, à un moment donné, dans les années 90, en 93 exactement, et ben il lui propose de devenir PDG du groupe. Donc, belle revanche. Ah oui, bah oui. Voilà. Pendant ce temps-là, chez Porsche, à un moment donné, bon, ça va pas fort, les affaires, parce que, tu sais, il y a les pièges, pour schématiser, hein, mais les pièges, ils sont rentre dedans. Ouais. T'es pas content, je le fais quand même. Et puis les Porsche, ils sont plus bon, d'accord, mais du coup, bah le bon d'accord, ça leur a pas pénalise fait un peu, que là, du ouais. bien, ouais, ça les a mis un petit peu sous l'eau. Après, ils vont prendre quelqu'un qui va un petit peu redresser la barre, et bien redresser la barre d'ailleurs à la fin des années 90, ce qui fait que ils vont vouloir investir des actions chez Volkswagen. Alors évidemment, Ouais. l'idée derrière tout ça, c'est de prendre le contrôle du groupe Volkswagen et de reléguer Ferdinand Piëch, qui a un rôle d'exécutant. Il y a une sorte de vengeance quand même Allez, là-dessous. Hein. bâtard. Sauf que ça se passe pas comme prévu. En fait, ils vont faire une belle connerie, c'est-à-dire qu'ils vont emprunter pour doubler les actions, doubler leur part. Parce qu'ils Ouais. pensent qu'en fait, en doublant ces parts-là, ils vont obtenir 70% du contrôle, Suffisamment pour. suffisamment pour tout diriger. Sauf qu'il y a une clause chez Volkswagen qui limite la prise de pouvoir à 20%. C'est-à-dire que tu peux avoir 70% d'actions, tu n'auras que 20% de pouvoir. Chais. Alors cela dit, ils le savaient quand même. Ouais. Mais ils espéraient, parce que l'Union Européenne n'était pas chaud pour que ça continue comme ça, donc ils espéraient que cette clause-là, elle saute. Ça change, ouais. Ouais, sauf que notre Ferdinand, bah non, c'est un ami du pouvoir allemand. Donc il va aller les voir, leur dire bah, ça m'arrange pas des masses cette histoire. Donc bah, la clause va être maintenue et toutes les actions qu'avait investi Porsche, non seulement elles servent à rien, mais surtout en plus ça les endette de ouf. Parce qu'ils sont obligés de les rembourser, mais ils ont pas la thune pour le faire. Donc en 2009, Porsche est endetté. Non seulement ils sont endettés, mais ils sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de repreneur, ils sont morts. Et il y a un vache. repreneur. Je vous laisse deviner qui. Ferdi. Bah Volkswagen. Ah. Mais ouais. C'est lui qui voulait acheter et racheter. Ah mais c'est beau. ouais, tu te mords la queue quoi, c'est Ouais, exactement ça ouais. Donc Volkswagen, voiture du peuple hein, la Volkswagen qui est devenue après la coccinelle, on va en reparler puisque c'est par elle que tout a commencé, que si on a décidé de vous parler de son histoire aussi, c'est parce que c'est la voiture modèle unique qui a été le plus vendue de tous les temps, 22 millions d'exemplaires sur une période ultra longue puisqu'elle a été vendue jusqu'en 2003 et notamment aux États-Unis où pourtant dans les années 50 on en parlait, on avait des Cadillac, on avait des grosses bagnoles. C'est même en Comment ils ont fait, Teddy, en fait? C'est même en 59 pour Elle être est plus exportée précis. aux États-Unis, Où qu'ils ont lancé la première campagne de Volkswagen en Amérique, tu vois, ils ont pris leur petit studio sur Madison Avenue. Bon, ils se sont dit comment on va vendre une bagnole alors que c'est l'essor de toutes les autres bagnoles où que t'as des affiches, des pubs énormes avec plein de détails, plein de trucs. C'était un peu qui a la plus grosse à l'époque. Hein. Qui a la plus grosse, c'est les voitures de luxe. Comment tu peux t'acheter ça, ça fait rêver en fait les trucs. Et là ils se sont dit, enfin le gars il s'est dit, tu sais quoi, on va faire l'inverse. On va prendre tous les défauts et on va les mettre dessus. Alors, en même temps, je trouve que c'est une excellente stratégie dans le sens où si tu peux pas rivaliser, Novateur. t'es obligé de proposer autre chose. Et Novateur. ils ont été vachement novateurs. Ouais. Ça a été les premiers à faire ça. Beaucoup disent que même Apple serait inspiré de cette campagne de pub C'est vrai. pour se faire pareil. Et comment dire, ils ont pris le premier, on va dire, défaut d'une coccinelle, si c'est un défaut, voilà, sa taille. En Amérique, la taille, ça compte. Oui. Et ben la coque, c'est quand même petit, c'est relativement petit. Du coup, ils se sont dit pour l'affiche publicitaire, ils ont choisi une grande feuille blanche, avec une coque noire. Mais genre, elle représente un 20e de la feuille. Ah ouais, pour montrer qu'elle est petite. Oui, ils l'ont pas mis en plein milieu, ils l'ont mis en haut à gauche. Ouais. Voilà. Ils ont mis juste une phrase. Think small. Pensez pardon. petit. Pensez petit. Ah oui. Voilà. Donc
totalement à l'inverse de ses concurrents, clairement. Les autres, c'est penser plus grand. L'Amérique, Oui, d'ailleurs, c'est ça, de c'est ces années-là, c'est penser Grand, plus grand. luxe, tout ça. Et là, Eh ben penser non, petit. Penser petit. Et bah, les autres concurrents, enfin, tous ceux qui créaient des pubs pour les bagnoles, se sont dit, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est con? Puis les Américains, eux aussi, étaient choqués parce Bah que. Mais est-ce que c'est pas peur, ça. aussi le but de la publicité, de Marquer d'être les esprits, interpellé, bien sûr. bah oui, de marquer les esprits. Et même, ça va plus loin parce que. Peut-être que là, tu vois la publicité, ça te fait rire. Franchement, t'as envie de dire, tu lis le petit texte. Parce qu'il y avait un petit texte en bas quand même sur l'affiche. C'était comme si c'était une lettre d'un gars qui travaillait pour Volkswagen, qui envoyait ça à un autre gars de chez Volkswagen en citant les défauts. Ah ouais, ah oui, ils sont allés jusqu'à citer les défauts de la voiture. Exactement. C'est là où ils sont très très forts. C'est pas la voiture qui rend sympathique. C'est la pub et la marque. Oui, la qui rendent marque. sympathique. Ouais, la marque devient sympa. Les gens, tu vois, ils sont peut-être pas là à acheter une coccinelle, mais en tout cas, ah ouais, Volkswagen, ah ouais, ils font des trucs. Ah, c'est génial. Volkswagen, ah ouais, non, mais ils défendent, ils deviennent ambassadeurs de Volkswagen. Ouais. Que demander de plus? À partir de là, t'as tout gagné, Ah quoi, bah clairement. si ouais, c'est à partir du moment où c'est ta marque. C'est tout bénef quoi. Bah ouais. Il y a autre chose aussi qui a rendu la marque Volkswagen et la Beetle célèbre et sympa pour les Américains, c'est tout ce qui est cinéma. Effectivement, parce que la Cox, on l'a eu aussi. Alors, dans un film, nous en France en tout cas, on le connaît sous l'amour d'une coccinelle. Ouais, il y en a eu plusieurs hein, des films, il y en a eu au moins 3-4 hein. 5 5 ok. 5. Le tout premier, réalisé par Robert Stevenson. Il a réalisé Mary Poppins aussi pour Disney. Ah ok, ouais. C'est du Disney, hein, Ouais, c'est clairement. du Disney, ouais. Donc la Cox, un amour de coccinelle, sorti en 68. Ah, j'ai vu celui-là. L'histoire d'une Je l'avais en coccinelle, VHS. une coccinelle couleur crème avec des bandes tricolores, rapport à l'Amérique évidemment, avec le chiffre 53. Ah oui, pourquoi 53 53. Robert Stevenson est fan de baseball et particulièrement des Dodgers de Los Angeles. Il a un joueur préféré, il s'appelle Don Drysdale. Et il porte le numéro 53. Il porte le numéro 53. C'est aussi simple que ça. Ok, alors, Y a on aurait pu pas à penser à autre chose de plus philosophique, mais non. D'après vous, comment il s'appelait comment a s'appelé la voiture, car elle avait un nom dans l'amour d'une coccinelle. Bah c'est Choupette. Ouais. Non, ça c'est en France. Ah, aux États-Unis c'est pas Choupette. Non, c'est Herbie. C'est nul. C'est pas beau. préfère Ouais. Choupette. C'est vraiment pas beau. En France, nous on l'a traduit choupette par rapport à la coccinelle. C'est Airbnb. Je pense que ça a participé à l'essor du film, hein, clairement. Oui, c'est Choupette. Enfin, en tout cas, ça a rendu la voiture sympa aux yeux du monde entier. Que Tout ce le monde soit l'a adoré. En Amérique, en France, en Allemagne, bien évidemment, bien avant tout ça. Et puis dans le reste de l'Europe. Et tout ce qui est Amérique du Sud, ils ont produit la coccinelle dernière Cox. pendant très longtemps, avant que naisse la New Beetle à la fin des années 90 en France, qui était aussi Volkswagen, bon, qui n'avait plus rien à voir avec l'original, mais qui a relativement bien marché. Voilà. Soit. Beaucoup moins, il y en a encore hein, des coccinelles aujourd'hui chez Volkswagen, mais c'est probable que ce soit le dernier modèle qui soit en date, parce que ça marche plus si bien que ça. Alors pourtant, je trouve qu'elle a un look sympathique. Elle a un look mignon, même si elle était considérée comme l'une des assez moche. À l'époque, oui, dans les années 30, mais en même temps, il y a plein de choses à qu'on Cadillac, trouvait. ce genre Bah ouais, c'est les codes stylistiques de l'époque. On trouvait une deux chevaux hyper moche. Aujourd'hui, C'était on la trouve adorable. rectangulaire, Tu vois. c'était très long, enfin surtout en Amérique. Après. Ouais.